Rien n'est hasard dans la vie. Einstein disait le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui voyage incognito. Donc, quoi qu'il se passe, je crois qu'il y a une raison d'être. Pourriez-vous tout quitter suite à une intuition ou à un signe ? Marie-Sophie, mon invitée du jour, a écouté les signes et les synchronicités de sa vie. Dans cet épisode, vous découvrirez comment elle est partie en Inde sur un coup de tête suite à un tirage de cartes, ou encore à San Francisco où plusieurs coïncidences, ou peut-être pouvons-nous dire de heureux hasards ont eu lieu. Pour elle, les signes et les synchronicités s'immiscent partout, tout le temps, et pour tout le monde. Il suffit d'apprendre à lire entre les lignes et se laisser toucher par les invitations de la vie. Et peut-être qui sait que cet épisode est votre signe à vous, ou le message que vous attendiez. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Lily Rose. Ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial. On a enregistré il y a quelques mois avec Marie-Sophie sur le pardon. C'est un épisode que vous avez beaucoup aimé, que j'ai adoré aussi. D'ailleurs, là, en ce moment même, je suis avec toi pour un cercle de pardon, et plus exactement un stage de pardon. Un stage que je me réjouis de faire. Mais aujourd'hui, on va pas du tout parler de ça, ou peut-être un petit peu dans l'épisode, mais aujourd'hui, on va parler de toi, Marie-Sophie, de ta vie, de ton parcours qui est atypique. Pour toi, tu ne t'en rends pas forcément compte, c'est ce que tu me disais, c'est assez normal et assez fluide, et moi, quand tu me le racontes, je me dis, mais t'as vécu quand même des choses incroyables à l'écoute des signes, à l'écoute avec un début de vie un peu compliqué. Enfin, voilà, tu vas nous raconter tout ça, je suis ravie que tu nous partages tout ça. Mais avant, pour commencer cet épisode, j'aimerais que tu nous places le décor et que tu nous expliques dans quel contexte familial est-ce que tu es née. Je suis née dans une famille tout à fait classique avec deux frères et une sœur avant moi, deux parents qui se connaissaient depuis toujours, dans un milieu aimant, chaleureux, un père qui travaillait beaucoup, une mère très disponible pour ses enfants. Rien de particulier avant mon arrivée. Ouais. La famille tranquille, normale. Et quand je suis arrivée, effectivement, au monde, j'étais la quatrième de la fratrie. Et là, badaboum, parce que je suis née mourante et je suis née un 4 mai et dès le 20 mai, j'étais de retour à l'hôpital et là, ça a été un long chemin, un long parcours jusqu'à mes 9 ans et demi. Donc, ça a un peu déstabilisé beaucoup la famille car mes frères et sœurs se sont sentis un peu lésés, un peu exclus. Et leur préoccupation, quand maman rentrait de l'hôpital, c'était « mais est-ce qu'elle est encore en vie ?» Voilà, donc ça a beaucoup désorganisé la famille, je dois dire. T'es arrivée avec quoi, du coup? T'es née avec quoi? Je suis arrivée avec une maladie du sang, transmise par ma très chère maman, mais à l'époque, personne ne savait ce que c'était. Donc elle était soignée pour des crises de foie depuis petite. Or, c'est une maladie hémolytique où je ne reproduisais pas mes globules rouges, qui étaient censés se reproduire dans la rate, mais c'était pas encore connu, c'était pas encore bien su, et les médecins ont planché pendant 9 ans sur mon cas. Ce qui fait que jusqu'à tes 9 ans, tu faisais des allers-retours à l'hôpital, c'est ça ? J'ai passé quasiment les 3 premières années non-stop, pratiquement. J'avais pour seul élément un bas avec l'odeur de ma maman. C'était les médecins qui lui avaient demandé. Et puis ensuite, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, ce qui m'a quand même permis d'avoir une scolarité relativement normale en primaire. Ouais. Mais par exemple, tous les jeudis, puisque c'était à l'époque le jeudi, j'allais me faire des transfusions à l'hôpital. Ouais. Quand mes parents, mes frères et sœurs partent en vacances, moi j'allais à l'hôpital. Ouais. Et la préoccupation, c'était où va-t-on en vacances? Où y a-t-il un hôpital digne de ce nom? D'accord. Donc ça a pas mal toute une organisation. Oui, toute une organisation autour de l'hôpital. Et t'as des souvenirs de comment tu te sentais, toi, à cette époque-là, en tant qu'enfant? Comment tu vivais les choses? Alors j'ai accompagné pendant très longtemps une jeune fille atteinte du sida qui, quand on lui a annoncé, disait c'est normal, je suis née avec. Donc pour elle, c'était pas inquiétant. Moi, je suis née comme ça. Et j'étais très bien accueillie à l'hôpital parce qu'ils me connaissaient depuis toute petite. Et c'était les mêmes médecins qui me suivaient. Donc j'étais un peu la chouchoute, la mascotte de l'hôpital. Et je m'occupais de ceux que je croyais être encore plus mal en point que moi. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas de visite d'enfants, j'avais pas mes copains qui venaient me voir, j'avais très peu de visites à part maman. Ouais. Mon père venait quand il avait le temps.
Mais les horaires d'hôpitaux, c'était pas à l'époque aussi souple que maintenant. Donc j'étais beaucoup seule. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup médité. Ah oui, j'ai appris la méditation sans savoir ce que c'était. Oui. Et ça se passait parce qu'un comment enfant sur son lit d'hôpital, quand il a rien à faire, c'est une forme de méditation naturelle. Ouais. Et je pense que ça m'a accompagnée toute ma vie aussi. Et t'as des souvenirs de méditation que tu pouvais faire enfant? Est-ce que tu penses que déjà là, t'as eu des signes, des infos, des connexions spirituelles ou... Alors, c'est vrai que j'ai eu des questions. Moi, je suis quelqu'un qui est, comme dirait Minagol, une question sur pattes. Je posais toujours des questions. Pourquoi on vit? Pourquoi on est malade? Pourquoi il y a pire que moi? Et pourquoi moi, on me dit que je vais mourir alors que je me sens pas en état de mourir? Et puis pourquoi, oui, un gros problème métaphysique, c'est pourquoi les gens mentent alors que tout se sait. Ça, c'est depuis toute petite, je supporte pas le mensonge, ce qui m'a valu pas mal de griefs de mes frères et sœurs. Mais voilà, il faut être carré dans la vie. J'ai toujours, depuis tout enfant, senti qu'il fallait être carré parce que tout se sait, tout se connaît et tout revient. Voilà, j'avais cette certitude que fallait être propre, entre guillemets, droit, ouais. Ouais, fallait être en tout cas droit avec soi. C'est ça, oui, en tout cas, et du coup, déjà, par rapport aux autres, mais ce qui plaît pas toujours. Et vu que t'es rentrée dans la vie en étant mourante et jusqu'à tes 9 ans et demi, avoir eu un rapport à la mort quand même assez proche, hein, tous les enfants n'ont pas ce rapport à la mort ou peut-être se questionnent pas par rapport à la mort. Du coup, toi, enfant, à ce moment-là, quel était ton rapport avec la mort? Moi, je me suis toujours réjouie quand quelqu'un mourait. C'est une grand-mère qui n'était pas vraiment une grand-mère, mais c'était la grand-mère de mes cousins, que j'adorais. Mais elle est morte, je devais avoir 7-8 ans, mais j'étais joyeuse, quoi. Quand ma tante est décédée, pourtant j'adorais ma tante, elle est décédée quelques jours après que les médecins m'aient annoncé que j'allais vivre. Il y a pas je crois vraiment que c'est très très lié. J'étais contente pour elle. Pour moi, la mort, c'est une délivrance. Et j'ai cette certitude depuis enfant, alors ça c'est peut-être une certitude que je me suis construite, c'est que de toute façon, il n'y a qu'une chose qu'on connaît dans la vie, c'est qu'on va mourir. Donc autant s'y préparer le mieux possible. Et toujours pareil, autant être clean, parce qu'on ne sait jamais quand ça peut arriver. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée. Et quand j'étais à l'hôpital, moi je vais être docteur du cœur quand je serai grande. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Pas question de faire psy, je ne savais même pas ce que ça existait. Ouais. Si j'avais dit à mes parents que j'allais faire psy, ça ne serait pas passé du tout, parce que famille un peu intello, donc le psy ça allait pas. Mon père avait fait du droit, donc j'ai fait du droit. Ouais. Mais juste voilà. pour rester sur ça, donc t'étais joyeuse, mais parce que t'avais des certitudes, au même titre que là t'avais la certitude qu'il fallait rester droite, qu'il faut rester droite. Est-ce que t'avais des certitudes sur ce qui se passait après la mort? Alors, en tout cas, je n'avais pas conscience de mes certitudes, mais quand les médecins m'ont dit qu'ils étaient contents de m'annoncer que j'allais vivre, je leur ai répondu, c'est mes parents qui m'ont répété ça plusieurs fois, que je leur ai répondu, cette vie-là m'intéresse pas, moi je sais ce qui se passe ailleurs et c'est vachement mieux. Et un enfant de 9 ans, ça les avait un peu scotchés. Alors heureusement, mon père était un peu évolué, spirituellement un peu ouvert sur pas mal de choses, donc il a pu l'entendre, mais voilà. Et pour toi, c'était quoi? Pourquoi c'était mieux je sais pas. Pour moi, c'est quelque chose de plus léger, de plus dans la lumière, de plus joyeux, quoi. Et quand j'étais petite, on m'appelait la joie de vivre. Alors pas dans ma famille, mais à l'école. Voilà, c'est et un événement marquant avant même d'aller à l'hôpital, c'est que mon père a imaginé que j'étais en train de mourir en rentrant d'un déplacement professionnel. Et il m'a vu un week-end de Pentecôte comme une très très blanche et très calme. Et avant de m'emmener à l'hôpital, ils ont appelé le prêtre. Et là, j'étais 10h du soir à peu près. Et quand le prêtre m'a ondoyée, parce que j'étais pas baptisée encore, j'avais que 16 jours, j'ai eu 2 petits ronds roses sur les joues et un entre les deux yeux. Et mon grand-père maternel, qui était pas du tout catho, a dit à sa femme, elle va vivre cette petite. Parce qu'il te condamnait, en fait. Tout le monde pensait que j'allais mourir. Mais à quel âge, en tant que bébé, déjà? Oui, j'avais 16 jours. Ouais. Donc, déjà, mon père pensait que j'étais déjà morte. Ouais. Et les médecins aussi, que j'allais pas vivre très longtemps. Et mon grand-père m'a toujours soutenue. Et pour la petite anecdote, donc je m'appelle Marie-Sophie, mais chez moi, on m'appelle Sophie. On a tous Marie quelque part. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai lu Les Malheurs de Sophie. Et du coup, un beau jour, j'ai dit à ma famille, je sais pourquoi j'ai autant de malheurs. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'appelle Marie.
Et j'aimerais qu'on m'appelle Marie-Sophie, qui est mon prénom avec un trait d'union. Ce n'était pas le cas pour mes frères et sœurs. Et j'étais la seule à avoir cette conviction avec mon grand-père. Il t'a suivi. Ouais. Et il a fallu que j'attende de passer au lycée à 15 ans pour imposer mon Marie-Sophie. Okay. Mais moi, j'étais convaincue que Marie, quitte à être là, que Marie allait m'aider à survivre, quoi. Ok, trop bien. Et donc, à 9 ans et demi, t'es guérie. Comment tu guéris? Parce qu'ils ont tenté le tout pour le tout et ils ont dit à mes parents, on va expérimenter quelque chose, ça passe ou ça casse. Et ils m'ont enlevé la rate, qui était un peu problématique. Et ils ont déclaré que j'avais 3 rates. Et ils m'ont enlevé les 3 rates. Et ils m'ont emmené avant dans les amphithéâtres pour servir de cobaye aux étudiants. Et j'ai appris, quand j'avais 35 ans, par un ami médecin, qu'il y a un cas S61, donc Sophie 61, sur cette maladie hémolytique. Et c'est toi? Et c'est moi. Bon, il n'y a pas tout le monde qui veut dire ça. Donc, ok, t'es guérie du coup. Voilà. Et tu reprends une vie plutôt normale. Je reprends une vie tout à fait normale, avec cette conviction que la vie, autant en avoir envie, autant essayer de la vivre le mieux possible. D'ailleurs, mon intitulé, c'est « En vie de soi », mais c'est quitte à être en vie, autant en avoir envie. Et oui, je pense que j'ai eu une enfance relativement joyeuse, heureuse. Enfin, moi, après le collège, lycée, ça se passe bien passé. Normalement. J'avais plein d'amis. Ouais. Et j'ai eu un deuxième choc, parce que de temps en temps, ce que m'avait dit un chaman en Mongolie, tant que t'es pas sur ta voie, t'as des chocs, on te réveille. Et un deuxième choc, ça a été à 18 ans, j'ai fait une septicémie à l'occasion d'une crise d'appendicite. Et là, rebelote, j'ai failli mourir. Et là, j'ai fait vraiment une sortie, une EMI. J'ai vraiment... à la fois, je voyais mes parents dans la clinique à 6 heures du matin dans ma chambre. J'entendais ce qui se passait, les médecins dialoguaient avec mes parents. Et en même temps, moi, j'étais ailleurs, j'étais dans un autre monde. Donc, c'était beaucoup plus blanc, joyeux, lumineux. Mais je me suis sentie projetée vers le bas. Et quand t'étais dans cette sphère, donc t'étais à la fois avec tes parents qui... je les voyais. Et à la fois t'étais ailleurs. Et à la fois, je me sentais dans un premier temps aspirée vers le haut. Ouais. Et ça te faisait peur? Non. Tu t'es dit, ça y est, je vais mourir? J'avais déjà eu ça avec des expériences de yoga, des sorties de corps, donc je connaissais un petit peu. Mais là, je me sentais vraiment aspirée et m'éloigner de plus en plus. Je les voyais diminuer de plus en plus. Et en même temps, je les entendais. Et puis, tout d'un coup, je me suis sentie redescendre. Et avec cette conviction, cette intuition qui est, t'as pas encore commencé ce que tu dois faire ici. Ouais. C'est un peu comme si t'étais montée, que t'avais récupéré ce message-là pour redescendre. Je pense, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. C'est comme ça que je l'interprète. J'en ai parlé à personne. Parce que dans les années 79... on me prenait pour un fou. Déjà, on me prenait un peu pour un cas à part. Ouais. Donc, si j'avais raconté ça, j'en ai jamais parlé à personne. Non, j'en ai parlé que depuis très récemment. Depuis que on entend beaucoup plus de témoignages. Ouais. Et... En revanche, il y a aussi une chose, c'est que j'étais assez connectée avec les gens qui allaient mourir. Ouais. Toujours après cette fameuse opération, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. Et mon meilleur ami s'est noyé dans un tableau que j'avais chez moi, chez mes parents, qui me rendait très joyeuse. Et pendant 2 jours, il m'a rendue hyper triste, à tel point que même avec ma cicatrice, je faisais tout le tour de l'appartement pour ne pas passer devant de ce tableau. Et j'apprends le jour J que mon ami est mort à cet endroit-là. Là où le tableau avait été peint. Le tableau, ouais. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça, c'est un peu nouveau d'avoir cette connexion. Mais c'est vrai que j'ai souvent des messages de choses et d'autres. Oui, à ce moment-là, t'avais des messages, mais c'était juste un petit constat et tu passais à autre chose. T'essayais pas d'en prendre qu'un, en fait. Moi, je suis taureau. Donc, à taureau, c'est concret, la matière. Je suis ascendant scorpion, certes, mais je suis quand même taureau. Donc, il m'en faut beaucoup pour croire dans ce que je vois. Donc, ça a été tout un phénomène d'exemples, de signes. À ce moment-là, t'étais « je crois ce que je vois ». Oui, complètement. Donc là, pourquoi j'étais subitement mais en larmes, décomposée, tremblée devant ce tableau que je trouvais très joyeux. Puis quand j'ai appris quelques heures après que mon ami s'était noyé là, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Enfin voilà, t'avais senti, c'était pas mon imagination. Ouais, ça donnait de la valeur déjà d'une certaine manière, du crédit à ces sensations-là. Ouais. Commençait à être inhabituel chez toi. Qui se révélait. Ouais, d'accord. Donc là, t'as 18 ans. Donc t'as fait quand même cette expérience de mort imminente où tu t'es dit j'ai des choses à faire sur cette terre. C'est ça. Est-ce que tu savais quoi? Non, donc j'ai fait du droit parce que je me suis dit juge pour enfants c'est génial pour défendre l'enfant. Bon, puis j'ai fait 5 ans de droit,
ça m'a pas complètement convaincue d'aller dans cette voie. Donc après, j'ai fait du management et de la communication, un doctorat au CELSA, pour me dire, je vais amener du mieux-être en entreprise. Que les gens, ils sont malheureux. Et c'est à travers cette expérience dans les entreprises que je me suis très vite intéressée au bien-être de l'être humain. Et j'ai commencé à faire de la PNL dans les années 80. J'allais en Belgique, c'était interdit en France. C'était interdit? Oui. Anthony Robbins, il était interdit en France. Ok. Et j'allais à Bruxelles. Enfin, j'ai fait pas mal de stages comme ça, mais dès les années 80. Et parce que je me disais, la personne qui va pas bien en entreprise, mais elle va pas bien dans sa vie non plus. Donc, je reprenais mon docteur du cœur sans... Mais j'y pensais plus à ce moment-là. C'est revenu quand j'ai rencontré Olivier Clerc qui parle de guérison des blessures du cœur. Je me dis, un pote à moi. Ça parle. Voilà, et progressivement, j'ai quitté j'ai créé ma boîte de com, et c'est là où vraiment j'ai eu une expérience un peu difficile. Donc, tu avais 29 ans? J'avais créé ma boîte à 29 ans, et à 36, j'ai pété un câble. Moi, je disais, j'ai pété un câble. Aujourd'hui, on dit, j'ai fait un burn-out. Donc, mini-infarctus au cinéma. Et juste quand tu avais 29 ans, donc tu te lances, et c'était quoi tes désirs? C'était quoi pourquoi tu avais envie de changer Je me suis dit que en étant en entreprise salariée, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, je me suis dit que si je crée ma boîte de com et que j'arrive à pénétrer l'entreprise en tant que consultant, il y a plus de crédit. Et à ce moment-là, les signes étaient plus ou moins dans ta vie ou pas? Suite à l'EMI que tu avais fait 10 ans plus tôt, est-ce que... Il n'y avait pas trop de rapport encore à l'époque. Ouais, à ce moment-là, t'étais pas... Et puis là, il y a des gens qui sont venus sur mon chemin, me réveiller. T'avais une astrologue? Alors, il y avait Joëlle de Gravelaine, qui était une éminente astrologue, qui m'avait effectivement dit, alors que je venais de créer ma boîte de com, que j'étais pas faite du tout pour ça, elle savait pas ce que je faisais. Il me dit, mais vous, si vous repreniez des études, ce serait quoi? Je dis, la psychologie, ouais, mais plus. Il me dit, vous avez une autre connexion depuis votre naissance, vous êtes connecté avec l'au-delà. Oui, on peut dire ça comme ça. Il me dit, vous verrez, vous arrêterez votre agence de com, mais vous ferez autre chose. Vous allez guérir par vos mots, par vos paroles, et par ce que vous allez faire. Ouais. Donc à ce moment-là, t'étais encore terre à terre, finalement. Très terre à terre. Mais j'avais quand même des signes. Et qui s'imposaient à toi, que tu cherchais pas, en fait. Non, j'ai jamais cherché. C'est ça aussi qui est assez étonnant, c'est que j'ai pas vraiment cherché. Ça, c'est vraiment... J'ai rencontré des personnes qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont emmené dans des mouvements ésotériques. J'avais la photo de ma tante que j'avais depuis toute petite, celle qui est morte après qu'on m'ait annoncé que j'allais vivre, puis qui me mettait très mal à l'aise un beau jour. Je sais pas pourquoi je pleurais en la regardant, alors que je l'avais depuis toujours dans ma chambre. Et comme ça, en plaisantant, je me suis dit, si c'est toi qui as quelque chose à me dire, faut qu'il y ait une branche de ma plante qui bouge. Et à ce moment-là, la plante s'est mise à bouger. Alors là, j'ai pété de trouille. J'ai dit, ok, je sais où je vais pouvoir aller consulter des personnes qui communiquent avec les défunts. Donc, si tu as quelque chose à me dire, ce sera là-bas. Et effectivement, c'était des japonaises où je comprenais pas du tout le japonais. Ils me posaient des questions, et la façon dont je répondais avec mon corps, elles ont réussi à me dire, voilà, il y a une femme de ton entourage qui est morte par le coup du lapin. Parce qu'il paraît que j'ai fait ça et ma tante est morte d'un accident de voiture. Elle avait pas de ceinture de sécurité, du coup du lapin, qui demande à ce que tu réunisses la famille. C'était un peu dispersé. Et j'ai commencé comme ça à communiquer avec certaines personnes défuntes. Donc ça, c'est après ta boîte de com? Non, c'était pendant. Pendant, ouais. Tout est ça s'ouvrait en fait au fur et à mesure. Ok. Ouais. Et t'avais des expériences comme ça qui semaient des graines en fait. Exactement. D'ailleurs, semer des graines, c'est une de mes expressions favorites. Si je peux semer des graines dans la vie, des graines de mieux-être, c'est mon objectif, quoi. C'est mon but à mon niveau. Mais oui, puis un jour, j'ai fait vraiment un burn-out, et je me suis dit, je me suis enfermée une semaine. Et je me suis dit, c'est quoi ma valeur ajoutée sur cette terre? Et là, je me suis dit, d'être enfant malade, tout le monde n'a pas eu l'expérience que j'ai vécue. Donc, à ce moment-là, j'avais tout un programme dans ma tête qui s'est dessiné, et j'avais aucune compétence. Pas d'enfant, pas de psychologie, pas de massage, rien. Donc, j'ai recommencé mes études. Quand tu t'es posé ces questions, c'est quoi qui a émergé du coup? Faut aider d'animer des groupes auprès d'enfants. Pour les aider à s'approprier leur corps, pour les aider à verbaliser leurs difficultés, pour leur redonner confiance en la vie, pour les aider à dépasser la maladie. Et cette semaine, elle s'est passée comment? C'est-à-dire, tu t'es vraiment enfermée chez toi, t'as mis ton téléphone en mode avion. Je répondais plus. Mon agence... Et c'est vraiment enfermée toute seule. Et j'ai bouquiné. Ok. J'ai bouquiné plein de livres, notamment j'ai fait beaucoup de yoga chez moi, et j'ai bouquiné pas mal de livres que j'avais et que j'ai relisé même,
en me disant, bah voilà, il y a un cap à prendre et ce cap, j'ai envie de le prendre. Tu t'es posé presque une intention Est-ce que tu t'es dit, ça va durer une semaine ou tu t'es dit, ça va durer le temps que ça dure non, et il faut que j'ai une réponse? Il fallait pas que ça dure trop longtemps parce que mon équipe, j'avais 15 personnes qui bossaient dans mon agence. Hein, donc, je peux pas me permettre trop longtemps, mais j'étais incapable de sortir de chez moi. Donc, ça a été vraiment une expérience intense. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais arrêter ma boîte de com. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais reprendre des études. Je suis devenue volontaire à Solidarité Enfants SIDA. Et ce qui t'a aidé, c'est de méditer, par exemple? Oui. Tu méditais avec une intention particulière ou juste au contraire d'accepter de prendre ce qui venait? Et en même temps de dire, ben, je fais quoi? C'est quoi mon chemin de vie? Si je dois être sur Terre, c'est quoi? Ok. Est-ce que c'est dans la com, dans le management où finalement on sert à rien? Et la réponse, comment elle t'est apparue? Est-ce que t'as dit je fais quoi? T'as réussi à lâcher, ça t'est arrivé quelques jours plus tard? Ou t'étais tous les jours je fais quoi? J'ai tout un déroulé d'activités qui met en écriture automatique. Faire des massages auprès d'enfants, organiser des groupes d'enfants, enfin tout tourner autour de l'enfant. Moi j'avais pas d'enfant. Et là je me suis dit bon bah ok, j'ai pas les compétences. Premier pas, je vais devenir volontaire à Solidarité Enfants SIDA. Ok. Après je vais m'inscrire à la fac. Après je vais dans une école de psychothérapie. Après, je vais apprendre les massages. Voilà. Ok. Ouais, tu t'es fait un petit plan de j'ai envie de faire tout ça. Faut que je fasse tout ça. Donc, je vais me former pas après pas à toutes ces choses-là. Et quand j'ai fermé ma boîte de com, je suis partie faire un break aux États-Unis. Et je me suis formée au massage. J'ai commencé la Gestalt thérapie. Est-ce que quand t'es partie aux États-Unis, ça a été sur un signe ou ça a été Alors, oui. La première fois, j'y suis allée pour visiter, retrouver des amis. Et déjà, à San Francisco, je leur disais, tiens, vous allez chez Fao Schwartz, que je connaissais pas du tout, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Première rue à droite, deuxième à gauche. Mes amis me disent, attends, c'est quoi ton délire? Tu sais ce que c'est, Fao Schwartz? Non. Donc ici, tu connais pas? Non. Et le soir, comment tu savais? Et le soir, ils m'ont dit, t'as raison. Et Fao Schwartz, c'est un grand magasin de jouets. Après, je vais dans un café et je dis à mes amis, tiens, je me vois bien là en train d'écrire, de lire, d'écrire dans mon journal, voilà, tranquillou, toute seule. Et un Américain traverse le café, vient me voir et me dit ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Je dis non, vous confondez, je suis arrivée hier soir. Je connais pas du tout San Francisco, c'était ma toute première fois. Ah mais si, d'habitude t'es là en train d'écrire, mais t'es française? Je dis oui. Ok, donc ça m'a fait un peu perturber quand même. Normal. Et mais après tu te prêtais au jeu puisque tu disais aussi là c'est à droite, à gauche. Oui, mais je le faisais sans réfléchir. Tu le sentais, c'était même sans réfléchir. Je dis tiens, c'est là. C'est ce que je comme fais. Si tu savais déjà. Oui, parce que j'ai pas cherché à impressionner qui que ce soit. Ou c'est juste que tiens, comme dans la fin de journée, je dis tiens, je me vois de cette fenêtre. C'était au parc de Lorès et mes amis qui me disent c'est la maison la plus moche. Pourquoi tu nous montres ça? Je dis j'en sais rien. 6 mois après, j'ai rencontré l'homme qui habitait dans cet appartement. Et après, je suis descendue plusieurs fois chez lui à San Francisco. Enfin voilà. Et quand j'ai fermé ma boîte de com, j'ai eu un rêve, effectivement, à l'issue d'un jeûne, où j'étais poursuivie dans les rues de San Francisco par Richard Gere, qu'il fallait que je me cache. Alors, pourquoi se cacher Richard Gere? Je ne sais pas. Et dans ce rêve, il y avait une maison où habitaient 3 femmes et un frigo dans une cuisine que je n'avais jamais vue. Et effectivement, sur ce rêve, j'ai décidé que j'allais partir 1 an à San Francisco. On pourrait pas qualifier que c'est sur un coup de tête, c'est... Les gens pensent ce qu'ils veulent. Ouais. Alors, toi, t'en dirais quoi? J'avais trouvé comme habillage que dans la com, il fallait savoir parler anglais. Donc, si je voulais occuper des grands postes en entreprise, dans la communication, il fallait que je sois bilingue. Donc là, ça passait. Ça a été ton excuse? Ça a été mon excuse. Alors qu'en fait, toi, c'est juste, t'as fait ce rêve et tu t'es dit, il y a un truc à faire là-bas. Il y a un truc à faire là-bas, d'autant que toutes mes lectures m'amenaient à San Francisco. Ok. Tout ce qui était New Age, toute nouvelle thérapie, tout ce à quoi je m'intéressais venait de San Francisco. Donc, je me suis dit, c'est pas... Faut que j'y aille, quoi. Voilà. Ça m'appelle, quoi. Donc, je m'étais inscrite à un cours de langue le matin et l'après-midi, je faisais d'autres choses. J'apprenais des massages, j'ai commencé mes cours de psychothérapie, de Gestalt thérapie. Enfin, voilà, je faisais d'autres choses à côté. Ok. Et effectivement, j'ai vécu dans cette maison avec 3 femmes, exactement la cuisine de mon rêve. Et mais il n'y avait pas Richard Gere. C'était le plus grand truc. C'était l'homme de tes rêves aussi ou pas? Ouais, non, il n'y était pas. Voilà, okay. Donc ça m'a confortée aussi dans le fait que il faut suivre ces signes, parce que tu parlais de signes, on parlait de signes. Très souvent dans ma vie, j'ai suivi ça, quoi. Je savais pas pourquoi je le faisais, mais il fallait que je le fasse. Ouais, pour toi, c'était juste une évidence. Une évidence.
Il n'y a pas de question. Mais tu m'aurais dit 6 mois au préalable que je serais partie à San Francisco vivre une première fois 1 an, je t'aurais rayonné. De la même façon que tu m'aurais dit que tu vas partir 1 an en Inde, sac à dos à 39 ans, je t'aurais vraiment éclaté de rire au nez. Mais voilà, c'est... Et les signes, donc tu l'as dit, toi par exemple, là ça a été sur un rêve. Oui. Donc j'imagine que tu en as eu pléthore de ce que tu m'as déjà partagé en off d'autres. Par quoi ils se matérialisaient, tes rêves, tes signes? C'est quoi un signe pour toi? Il y a plein de choses. C'est déjà une pensée quand elle revient plusieurs fois. Ça peut être un message qui revient, que je lis, qui revient plusieurs fois. Ça peut être, là je parlais avec ma tante. Mon père, je parle avec un papillon. Il se manifeste à travers un papillon. Ça peut être... les choses viennent à moi. Les choses viennent à moi. En fait, c'est vraiment le mot évidence. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Dernièrement, je te racontais que j'ai acheté un appartement. Pendant 1 an, je ziotais un appartement. En courant tous les matins, je voyais un endroit. Et en fait, 1 an et demi après, l'agence immobilière me fait visiter l'appartement que je voyais. Qui n'était pas dans tes critères, Qui n'était pas en plus tout à fait dans mes critères. Mais voilà, puis il y a eu d'autres signes qui se sont imposés à moi par rapport à cet appartement. Et mon neveu me dit, mais si t'achètes pas cet appartement, t'es pas cohérente avec tout ce que tu prônes dans ta vie. Donc j'ai acheté l'appartement. Et tu t'y sens bien? Et je m'y sens très bien, mais le mieux, c'est que je l'ai acheté, il était occupé pendant 2 ans et demi. Et qu'une fois que j'ai eu signé, le locataire m'a dit qu'il partait. Donc ça, c'était le beau cadeau. Merci là-haut. Donc, ce qui est intéressant, et ce qu'on disait aussi en off, c'est que toi, t'as ces intuitions, t'as ces signes, et que tu y vas et tu vas jusqu'au bout. Donc là, par exemple, t'as eu ce rêve de San Francisco, et du coup, t'es allé à San Francisco, tu y as vécu, donc t'as appris plein de choses, le massage, etc. Quelle est la suite? Est-ce que t'as eu d'autres signes qui t'ont fait aller dans d'autres directions? Alors la suite, je suis revenue en France après, j'étais que pour 1 an au départ. Et puis, c'est là où je me suis investie dans l'association Solancy, Solidarité Enfants Sida, où là, j'ai beaucoup accompagné d'enfants atteints du sida et notamment une jeune adolescente pendant 10 ans. Et puis, ma petite voix, c'est toujours San Francisco, San Francisco, San Francisco. J'y retournais régulièrement. Et puis, un beau jour, je me suis dit, bon, voilà, maintenant, il faut que je saute le pas. Donc, j'ai quitté Solancy et je suis partie vivre à San Francisco pensant ne jamais rentrer en France. Et puis bon, j'ai pas pu avoir de visa, mais j'y suis allée avec mes parents parce qu'ils disaient, quitte à ce que tu reviennes jamais, autant venir avec toi. Et quand ils sont revenus en France, ils racontaient à tout le monde, on a découvert notre fille. Et si vous voulez, ils disaient à mes frères et sœurs, si vous voulez connaître votre sœur, allez avec elle. Pourquoi? Ce n'est pas la même. T'étais comment? C'est ma ville. Dès que je parle de San Francisco, il y a une émotion, je sais pas, je pense que j'ai déjà vécu là-bas plusieurs vies. Et quand je suis là-bas, je suis moi, quoi. C'est bien. Ouais. Et j'ai pas pu y rester, j'ai jamais eu de visa. Et j'étais à la fac avec une prof un peu particulière et un beau matin, je suis arrivée, faut que je m'en aille. Et juste pour tes parents, du coup, quand ils ont été là-bas, t'as pu être d'un côté pleinement toi-même à ce moment-là? Mais je sais pas, moi, comment j'étais. C'est les autres qui voient, moi, je sais pas comment je suis. Je suis. Mais ils sont restés 3 semaines, hein, ça a été sympa. Et du coup, moi, j'ai parté pour ne jamais revenir en France. Et n'ayant pas de visa, une de mes profs, qui est un peu branchée aussi, comme je dis, m'a fait venir de son bureau. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, il faut que je m'en aille, j'ai pas de visa, je peux plus rester. Et je veux pas rentrer en France. Alors, elle me fait tirer une carte d'oracle. Et elle me dit, tu sais où tu vas? Je dis, non. Si, tu sais. Non. Et c'était un oracle, c'était juste un dessin, pas de mots, rien. Et elle me dit, écoute, je vais faire mes photocopies, je reviens. Et elle revient, je dis, mais je sais toujours pas. Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Mais il y a une femme, elle est en introspection, oui, effectivement. Mais il n'y a pas un signe particulier. Je dis, je sais pas, elle a un sari. Elle me dit, tu sais où tu pars? Ok. Je pars en Inde. Comme ça? Oui. Et je suis partie 1 an en Inde, sac à dos. Et comment tu faisais pour vivre à ce moment-là? J'avais mis pas mal d'argent de côté. Ouais, grâce à ton entreprise de com? Entre autres, et puis quand on a des projets, je m'arrange pour toujours mettre de l'argent de côté pour pouvoir réaliser mes projets. Du coup, t'as pu partir? Du coup, je suis partie 1 an en Inde.
sac à dos, mais vraiment jamais on aurait cru que... Raconte-nous, l'arrivée se passe comment? Parce que l'Inde, t'arrives dans un endroit où c'est très dense. Alors moi, j'avais un but. C'était me confronter à la compassion. D'accord. Parce que, alors, à San Francisco, je faisais des massages aux gens qui vivaient dans les rues, le biais d'une association. Et j'étais bénévole aussi, je faisais des ménages pour un homme atteint du sida. Et en plus de la fac que je faisais, et puis d'autres choses que je faisais. Et du coup, je me suis dit, mais c'est facile de se confronter à la compassion à Paris, quand t'as ton chez-toi, de te confronter à San Francisco, dans une des plus belles villes, avec de l'argent, avec aucun souci. Je vais aller voir ce que c'est en Inde. Donc, je m'étais donné un budget très serré. Et je me suis dit, voilà, je me débrouille avec ça et que je me démerde. Donc, j'étais partie, alors on peut dire sur un coup de tête, ouais. Aussi. Mais une fois que cette femme m'a parlé de l'Inde, j'ai rencontré les missionnaires de la charité à San Francisco, les bénévoles de Sœur Teresa. Et du coup, j'étais bénévole avec eux. Après, j'ai rencontré d'autres personnes. Enfin, tout s'est enchaîné. Ouais, quand on parle de signes, c'est finalement des choses qui vont dans ce sens-là. Oui. C'est que d'un coup, l'Inde est apparue à moi alors que j'avais aucune connexion avec l'Inde. Alors que juste avant, c'était même pas envisageable. Et puis, j'étais tombée sur un livre, le guide spirituel de l'Inde, qui n'est pas du tout un guide touristique, mais un guide avec tous les ashrams, les gourous, les maîtres et compagnie. Et je suis arrivée en Inde avec que ça. Je me suis vite rendu compte qu'un Lonely Planet, c'était pas mal. Et mon voyage pendant 1 an, ça a été ça. Ça a été de rencontre en rencontre. Et j'étais soit dans un monastère ou un ashram, soit je faisais du bénévolat. D'accord. Et quand tu restais en ashram, ça durait combien de temps? C'était des méditations? Le plus long, ça a été 3 mois en silence à Bodh Gaya. Waouh! 3 mois de silence complet? Ouais. Et elle ressemblait à quoi tes journées? Alors, on avait les méditations de matin, des enseignements. Puis le but, c'est que de rien faire, quoi. Le but, c'était d'être... Et t'es arrivée? Moi, j'ai adoré. Ouais. Pourtant, je suis très bavarde. Mais le plus dur, ça a été de sortir du silence après 3 mois. Ah oui? Ça, tu le racontes à qui? À personne. Oui, je restais 3 mois en silence. En plus, il y avait une nana que je connaissais. On évitait nos regards parce qu'on n'avait pas le droit de communiquer ni par le regard, ni par rien. Oui, parce qu'il y a des mots qui peuvent passer par les regards. Et ça, c'était génial, quoi. C'est vraiment... Alors, il y a des gens qui supportaient pas, hein, mais c'était toute une retraite sur la Tara verte, notamment. C'est quoi la Tara verte? La Tara verte, c'est la mère des Bouddhas. D'accord. C'est une femme Bouddha. Ouais. Voilà. Et puis, l'idée, c'était de l'appeler, en fait, c'est ça? L'idée, c'était comme toute méditation, il y en a qui font des vipassana. C'est un vipassana puissance 30. Puissance, puissance, oui, parce que c'est 10 jours en principe, le vipassana. Puissance 3. T'es tout le temps assis. Moi, les vipassana, j'en ai fait, mais ça dure jamais plus de 10 jours en principe. Non, là, t'es en silence. Alors Oui. Non, parce que t'es pas, là, tu peux marcher, d'accord, tu peux être en mouvement. Tu peux lire, tu peux, voilà. C'est juste que du silence. Silence. Ah, total. Tu peux t'occuper, tu peux lire, etc. Le moins possible, mais quand même. Oui, après, tu deviens un peu fou, non? Sinon, et puis, t'as des enseignements, tu reçois, t'as plein de chants, les bouddhistes, ils chantent beaucoup, des mantras. Donc, ça passe vite, hein, finalement. Et t'as eu des prises de conscience là-bas? Sur la compassion, oui. Ouais. Ouais. Ce que ça vraiment pouvait signifier. Et du coup, après, ça m'a vraiment aidée quand je faisais du bénévolat, par exemple, dans les bidonvilles de Bombay, où là, il y avait un petit enfant lépreux, mais qui était mais horrible, mais vraiment défiguré. Et je n'ai pas cessé de le regarder droit dans les yeux. Parce que les yeux, ils bougent pas. Les yeux, c'est vraiment la porte de l'âme. Et on est devenus très copains après avec ce gamin, parce que c'était peut-être pour lui une des premières fois que quelqu'un ne lâchait pas le regard et le regardait droit dans les yeux. Et là, on pouvait sourire. Je voyais plus du tout la lèpre, je voyais plus du tout ça. Tu voyais son être avant. C'était vraiment une belle expérience, ça. De se dire que oui, si on se connecte à l'humain par le regard, c'est magique. Et quand j'ai toujours cette habitude de regarder droit dans les yeux. Ça dérange énormément. Oui. Petite, ça dérangeait. Tu le faisais déjà enfant? Oui. Tu avais déjà cette conscience-là de... Et d'ailleurs, un jour, il y avait des amis de mes parents qui étaient là. Et au bout de 5 minutes, j'ai dit un mot, j'ai dit une phrase. Et ça a tellement dérangé les personnes que mes parents m'ont dit, bon, maintenant, tu dis bonjour et tu t'en vas. Quand on regarde vraiment dans les yeux des gens, on arrive à lire en eux. Ça ment pas, toi qui détestes le mensonge. Voilà. Et j'ai dû dire un truc qui les a dérangés, je sais même plus, moi, j'étais gamine.
Donc là, ce petit garçon avec cette connexion dans les yeux, c'était beau. Et du coup, en Inde, j'ai fait ça. J'ai alterné entre du bénévolat. En plus, c'était l'émergence de la cause SIDA en Inde. Donc, comme ça faisait 10 ans que j'étais dans la communauté SIDA, je pouvais apporter quelque chose. Et puis, quand j'étais vraiment trop secouée, je me retirais dans un ashram, dans un monastère pour me parce qu'en plus, les villes en Inde, elles sont quand même très denses. Non ? Oui, alors j'ai fait des petits villages, j'ai fait des villes. Parce que du coup, t'alternais vraiment entre rencontrer le monde et me confronter à l'humain, et même beaucoup d'humains, et dans un truc très, peut-être lourd, finalement, et te retrouver toi. Oui. Et c'était presque, je me confronte, j'intègre, je me confronte, j'intègre. Et c'est tout à fait le reflet de l'Inde. Il n'y a pas d'équilibre en Inde. C'est bien pour ça que le bouddhisme, la voie du milieu, vient de l'Inde. Parce que c'est tout ou rien. Les gens, ils peuvent être adorables, ils peuvent être très méchants, entre guillemets. Il n'y a pas d'équilibre. C'est tout ou rien. Ouais. Et ils sont très avec toi et ils peuvent, du jour au lendemain, ne plus te connaître. On a ça aussi en Occident, mais on les voit, ils ont à la fois une certaine indolence et entre eux, ils peuvent être d'une violence extrême. Okay. Donc, et d'ailleurs, il y a un auteur, Arminson Mistry, qui a écrit un livre, L'équilibre du monde, pour montrer vraiment qu'en Inde, il n'y a pas d'équilibre. Tout peut basculer d'un moment à l'autre. Donc, t'as vraiment expérimenté les extrêmes là-bas. Ouais. Et les extrêmes de toi-même aussi ? Oui. Aussi avec mon ras-le-bol de la compassion, mon ras-le-bol d'être au service des autres. Et en même temps, ça me ramenait toujours à ça, quoi. Ça te ramenait à quoi ? Que s'il y avait bien quelque chose auquel je pouvais partager, c'était docteur du cœur. J'en revenais toujours à ça, quoi, d'aider les autres. Ouais. Moi, j'estimais que j'avais tout dans la vie. Ouais. Et ça te nourrissait du coup d'être dans ce... Oui. Sans être la sauveuse, parce que quand j'avais ras-le-bol, je savais partir aussi. Ouais. Oui, t'étais en capacité de poser tes limites, t'écouter, te dire là, j'en ai marre. Oui. Ou là, c'est trop pour moi. Là, c'est trop. Je me souviens avoir débarqué au mouroir de Calcutta. J'avais dit aux sœurs des missionnaires de la charité, je veux bien vous aider, vous faire quelque chose. Et elles ne me connaissaient pas, elles ne m'avaient jamais parlé avant. Et elles m'ont directement mise dans le mouroir de Calcutta, la cité de la joie. Et là, j'ai pas supporté, je leur ai dit ça, je veux pas. Il y avait des gens qui mouraient partout, c'est ça ? C'était un endroit où, oui, les gens étaient vraiment en fin de vie. Et même en ayant accompagné des enfants en fin de vie, je leur ai dit, mais vous ne pouvez pas envoyer des bénévoles qui viennent avec leur cœur, leur générosité, sans les préparer. Du coup, j'ai monté des groupes de soutien pour les bénévoles à Calcutta. Ça donnait quoi, ces groupes de soutien ? Ils étaient très contents, les bénévoles, parce qu'ils venaient pour aider, et ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils allaient vivre. Ouais. Donc, comme je faisais ça déjà en France... C'était des groupes de parole, finalement ? Oui. Où ils racontaient ce qu'ils vivaient. Il faut savoir qu'en Inde, c'est le seul pays où l'ambassade et le consulat français ont des psychiatres à temps plein. Ok. Pourquoi ? Parce que c'est dur ? Parce que c'est très dur. Ça peut être très, très dur, l'Inde. Ouais. Donc, les gens qui veulent se confronter à ça sont pas forcément préparés. Et ces groupes de parole, tu sentais que ça faisait du bien à tout le monde ? Ah oui. Pourquoi ? Parce que les gens pouvaient exprimer ce qu'ils vivaient, leurs difficultés, leurs angoisses, déposer ce qu'ils avaient à déposer, partager les joies, partager un groupe de soutien, c'est toujours intéressant. Ouais. Et moi, j'ai créé ça à l'association Solidarité Enfants SIDA, de mettre en place des groupes de soutien. De discussion. Parce que pour toi, tu t'es rendu compte que vraiment la parole, ça libérait, juste de se sentir écouté ou de... Oui, ça accompagne, on se sent moins seul aussi. On peut partager avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses. Ouais, ça renforce les liens en plus. Ouais, c'est ça. Parce qu'on se retrouve dans un endroit d'intimité qui crée une connexion quand même plus forte. Et entre-temps, j'étais devenue gestalt thérapeute, donc j'avais aussi cette capacité, cette compétence. Ouais, que à San Francisco, juste avant, t'avais voilà, j'avais rien. Donc ça te permettait d'apprendre aussi énormément, j'imagine, sur le métier, sur l'accompagnement, sur... Ok. Et une formation, une formation, non, j'étais déjà psy, mais encore une fois, j'ai pas d'autres mots, ça m'est apparu comme une évidence en me disant, je suis peut-être plus utile là à aider les bénévoles qui pètent un plomb parce que c'est trop difficile pour eux. Ils viennent en vacances, ils veulent faire quelque chose de bien et on les met dans des situations qui sont ingérables, sans préparation. C'est un non-sens. Donc j'ai formé aussi les religieuses à accompagner dans le futur les bénévoles. Oui, pour pas que ça s'arrête quand tu partes, en fait, que ce soit quelque chose qui grandisse. Et tu sais où ça en est aujourd'hui ou pas ? Bon, c'est pas... C'est l'Inde. Oui.
Ok. Donc, il faut pas s'attendre à des suites ou je sais pas, j'en sais rien, je peux pas dire. Ok. Bon, bah, s'il y a des personnes qui sont au courant, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Très bien. Et donc, tu fais ce voyage en Inde qui a l'air d'être quand même très initiatique, étant donné que tu te confrontes à l'extérieur. Et à la fois, tu as ce truc d'avancer intérieurement à travers les méditations, de te concentrer sur toi. Alors, là aussi, on m'avait dit, mais tu vas en Inde avec ta maladie, si t'arrive le moindre truc, tu sais que tu peux mourir d'un jour à l'autre. Mais il m'arrivera rien, quoi. J'ai jamais été malade. J'avais tous les gens malades. Et même un jour, j'ai pris un bus, ça devait être un direct pour m'amener dans un ashram dans le sud de l'Inde. Et c'était un omnibus. Et j'étais prête à dormir dans la rue, devant le ashram, parce qu'il allait être fermé quand j'arrivais. Je me suis dit, bon voilà, dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Et puis, ce qui sera. Ouais. Et en fait, du moment où j'ai lâché ça, j'étais la seule femme, la seule blanche dans le bus. Il s'est passé un truc étonnant. C'est que mon voyage a complètement changé. De la peur, c'est devenu la confiance. Et du coup, il y a même un mec qui m'a accompagnée dans le village, qui m'a aidée à chercher un hôtel. Comme ça, j'ai pas dormi dehors. Enfin, il y a eu un renversement dans le bus, mais ce serait trop long à expliquer. C'est un phénomène de signe. Et après, une fois que j'ai lâché en me disant, je suis prête à dormir dans la rue, dans un endroit que je connais pas, avec les gens par terre. Après tout, ils dorment tous dans la rue. Hein. J'avais mon sac de couchage et basta. Et à ce moment-là, les gens se sont intéressés. Pourquoi vous allez là? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire ci, je vais faire ça. Ok. Et ils m'ont aidée. Parce qu'avant ce basculement, t'étais un peu dans la peur de mais où est-ce que je vais dormir? Où est-ce que je vais arriver? J'étais la seule femme, j'étais la seule blanche, ils se moquaient de moi. C'était pas si évident que ça. Ouais. Et t'es arrivée au point de te dire, de toute façon, je peux pas contrôler ce qui se passe. Exactement. Je lâche et qu'est-ce que vous me proposez, quoi, en fait? Je suis une gentille fille, donc aidez-moi. En fait, c'est toujours ma petite phrase. Je suis une gentille fille, donc aidez-moi. Ouais. Et t'as dormi où au final? J'ai dormi dans un super hôtel, une petite pension de famille. Ils en ont fait 3. Non, mais ils ont cherché. Ils étaient 2, un qui me portait mon sac à dos, l'autre qui allait frapper, qui a choisi la chambre. À mi-parcours, ils m'ont offert des fleurs pour mes cheveux. Ils m'ont offert des samosas pour manger. Enfin, ça a été un changement. Ils ont compris que j'étais là pour autre chose, pas en simple touriste. Et cette expérience, tu penses, ça a ancré des choses en toi? La confiance. Alors, c'est pas toujours facile de lâcher. Hein. Ouais. Et surtout, je trouve beaucoup plus difficile de lâcher dans un environnement où j'ai tout. Alors que là, j'avais rien. Ouais. Donc, c'est qui tout double. T'as eu d'autres situations comme ça où quand t'as lâché, ça t'a ouvert des portes? Il y en a plein, mais autant dire, j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples quand je lâche. Bon, en tout après, cas, c'est des petits phénomènes, des petites choses, mais j'ai un exemple, mais qui est tout petit cet exemple, mais j'étais venue à Paris pour un stage, tout avait été annulé, la formation annulée, personne, enfin bref, donc je suis venue pour rien à Paris. Et je disais à une de mes amies, je reviens plus à Paris, c'est trop galère maintenant. Paris, ça devient galère, faut que je me loge, ça me coûte cher et pour rien. Et on discute, puis elle me dit, je vais chercher mon fils à la crèche, est-ce que tu veux venir? Puis il y aura maman. Donc je revois sa mère que j'avais pas vue depuis 15 ans. Puis elle me dit, au fait, Marie-Sophie, qu'est-ce que tu deviens quand tu viens à Paris? Maintenant, tu loges où? Je dis, j'en sais rien, c'est galère, je veux plus venir à Paris, ça me coûte trop cher. Et elle me dit, je te prête mon appartement que j'ai à l'école militaire, moi j'y suis jamais. Voilà, ça c'est un cadeau pour moi. Du coup, j'ai accepté. Du coup, j'ai fait un stage la dernière fois, il y avait 14 personnes. Ça, c'est quand je lâche que les choses arrivent. Ouais. Ça paraît bête parce qu'on le dit, on le rabâche, on le voit dans tous les bouquins. Mais en même temps, mais après, c'est lâcher. Quand tu dis vraiment lâcher, j'ai l'impression c'est pas que mental de moi j'en ai ras le bol, ça marche pas, tac. Mais c'est vraiment une ouverture en fait, lâcher. J'accepte de plus venir à Paris. C'est une acceptation totale en fait. Une acceptation totale de la situation. Peut-être. Ouais. C'est ce que je perçois. Ouais. Et du coup, dans l'instant d'après, le cadeau. Je dis mais vous vous rendez pas compte du cadeau que vous me faites là. Donc je vais revenir à Paris, oui, bien sûr. Ok, revenons en Inde. Oui. Donc tu finis cette année, pourquoi tu pars? T'arrives à la fin de quelque chose? C'est quand même assez dur. Hein. Oui. J'ai déjà fait renouveler mon visa à mi-parcours. Ouais.
en me disant mais pourquoi j'ai fait ça. Et puis j'avais plus de sous, il fallait bien que je rentre, donc je suis rentrée en France. Ah, alors que donc à la base tu voulais pas oui, mais il fallait bien que j'aille quelque part où j'allais être accueillie et où j'allais pouvoir travailler. Donc c'est pas tout d'eau fraîche et mais voilà. Donc je suis rentrée en France et puis là pareil, j'ai eu des cadeaux de la vie où on m'a proposé un job à mi-temps, voilà, et puis je me suis reconstruite. Les choses sont mises en place. Et là, j'ai vraiment choisi délibérément d'accompagner les associations sur le développement de leurs bénévoles. Et en parallèle, d'avoir une activité de thérapeute. Mais des signes, moi j'en ai tout. Enfin, je sais pas ce qu'on peut appeler des signes. C'est quand tu tires cette carte à San Francisco et que c'est juste qu'il y a un sari. Est-ce que tu penses que si la personne elle avait été, je sais pas moi, emmitouflée dans un truc, tu serais allée genre en Antarctique ou... J'en sais rien. Je peux pas dire. Mais par exemple, quand je suis rentrée à Paris, j'avais pas un sou, pratiquement pas. J'avais quand même conservé mon appartement que j'avais loué pendant un temps, dont j'étais locataire. Et je me suis dit, bon, je vais méditer tout le mois d'août. Faut que je trouve un boulot en septembre qui va me payer mon logement. Donc, je me suis enfermée. De nouveau, un peu comme après ton burn-out. Ouais, de nouveau. Et j'ai médité, mais quasiment non-stop. Et à tel point, quand les gens m'appelaient, il y avait le ramadan à l'époque. Donc, je disais, je suis en ramadan de contact. Et à la fin de septembre, enfin, à la fin du mois d'août, j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit, écoute, j'ai un job pour toi à mi-temps. Tu seras secrétaire, machin. Je dis, ok, je prends. Et c'était pile poil le montant de mon loyer. Wow. Tout petit peu plus. Et là, tous mes potes qui croyaient pas du tout dans mes histoires me disent, t'aurais dû demander plus. T'aurais eu un job qui t'aurait apporté plus. Plutôt que de dire, non, il faut que je paye mon loyer. Que je paye mon loyer. C'était mon obsession, c'était comment j'allais pouvoir payer mon loyer. Et moi, j'ai eu un job qui, pendant quelques mois, 8 mois, m'a permis de me reconstruire et de... Voilà. Donc ça c'est un signe aussi pour moi. J'ai lâché, je me suis enfermée, j'ai médité, puis j'ai demandé de l'aide. Ouais. Quand tu dis tu as demandé de l'aide, c'est un peu sous forme de prière ou oui, c'est ça? Du dialogue. Ouais. C'est comme si tu dialoguais si on dialoguait ensemble et que juste tu me faisais des demandes. Exactement. Et c'est des demandes précises, là, il fallait quelque chose pour payer mon loyer. Comme avant de trouver l'appartement que je viens d'acheter, j'ai fait une cérémonie là où j'étais en me disant, Esprit des lieux, aidez-moi à trouver mon chez-moi, mon endroit, quelque chose qui m'apaise, qui m'accueille. Et le lendemain, je visitais l'appartement que je visitais qui m'appelait depuis 1 an. Donc pour toi, pour résumer les signes, déjà il y a une autre question que je vais te poser avant, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des signes et de pas les suivre? Et du coup, qu'est-ce que ça a amené? Qu'est-ce que ça a fait? Alors soit j'ai une faculté importante d'oublier. Oui. Soit je ne pourrais pas te dire exactement. Ok. Il m'est arrivé de faire des choses que j'avais pas très envie de faire. Et en même temps, avec du recul, je me suis dit, c'est ça qui m'a permis d'avancer. Il y a bien une chose que j'ai dans ma vie, c'est que je n'ai absolument pas de regrets. De choses que j'aurais faites ou pas faites. J'ai d'autres regrets par rapport à ma famille où on m'a traité un peu le mouton noir des familles. Tu sais, bon, déjà depuis enfant, j'étais déjà le mouton noir. Ça, oui, de pas pu avoir initié mes frères et sœurs ou tu vois, d'avoir engendré des choses de cet ordre-là. Mais en revanche, dans ma vie, dans mes choix de vie, non, j'ai aucun regret. Donc finalement, suivre ou pas les signes, c'est comme si c'était une invitation et qu'au final, il n'y avait pas vraiment de bonnes ou de mauvaises décisions ou de bonnes ou de mauvais choix. C'est juste que ça a amené sur des endroits différents. C'est ça. Oui. Je crois que rien n'est hasard dans la vie. Einstein disait le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui voyage incognito. Donc, quoi qu'il se passe, je crois qu'il y a une raison d'être. Est-ce que tu penses que quand même juste les événements forts de notre vie qui peuvent nous arriver, parce que toi quand même c'est ton burn-out qui t'a fait quand même te remettre en question, etc. Oui. A priori t'étais peut-être destinée à autre chose, mais du coup t'es allée au bout de ça. Mais du coup c'est le burn-out qui t'a quand même dit peut-être que là il faudrait que tu te rediriges. Donc peut-être, est-ce que pour toi les événements forts qui peuvent nous arriver, c'est une invitation à prendre une autre direction? En même temps, si je n'avais pas créé ma boîte de com, je n'aurais pas les capacités que j'ai eues après d'être autonome, de savoir diriger ma vie, de savoir gérer ma vie, de cette faculté de communiquer, cette faculté de m'être confrontée au milieu de l'entreprise pour aujourd'hui aider des gens qui sont en entreprise. Donc,
Finalement, comme mes conflits familiaux ne m'auraient jamais amené au pardon, ne m'auraient jamais amené aux constellations familiales qui sont maintenant mon cœur de métier. Donc, je dis, il n'y a pas de... Alors, c'est peut-être un lieu commun, mais de toute épreuve, si on sait regarder, il y a toujours un enseignement. Moi, c'est vraiment ma philosophie de vie. De mes 10 ans d'enfant malade, l'enseignement, c'est ce que je suis aujourd'hui. Je serais jamais qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas c'est pas bon ou mal, quoi. On est dans un système binaire, alors que de tout, il y a une expérience à tirer. Après, est-ce qu'on fait le chemin pour tirer l'enseignement de l'expérience? C'est autre chose. Ouais. Voilà. Donc après, les signes, ça peut être aussi tout simplement juste des petits clins d'œil de l'au-delà ou de l'ailleurs. Oui. Je racontais l'histoire au Grand Canyon où j'arrive avec mon ami en plein désert et puis l'homme qui nous accueillait, il me disait, ça fait des années qu'on n'a pas eu ce papillon, je sais plus, un nom célèbre. On se demande pourquoi il est là aujourd'hui. Et puis le lendemain, quand on prend la route, le papillon se dirigeait à gauche. Et je dis à mon ami qui partait à droite, je dis non, nous, il faut qu'on aille à gauche. Il dit pourquoi? Je dis parce que le papillon, il va à gauche. Je dis, oui, et alors? Le papillon, il va à gauche, nous, on va à droite. Et effectivement, quand on est arrivé à la porte du Grand Canyon pour accéder à la réserve naturelle, on nous a dit non, votre hôtel, il est de l'autre côté du canyon, donc il faut que vous refassiez tout le tour. On est arrivé à minuit. Et mon ami qui me dit, mais pourquoi tu me parles de ton papillon? Je dis, parce que c'est mon père qui m'envoie un signe et il nous a dit d'aller à gauche. Et il n'avait pas tort. C'est beau. Donc il y a plein de petits signes comme ça. Ouais, après il suffit de les voir et de se laisser toucher par eux. Se laisser toucher, parce qu'on les voit, on dit c'est le hasard. Mais non. Oh, c'est la coïncidence. Donc si on commence à les étudier, moi je pratique beaucoup le chamanisme aussi, enfin bon, du coup ça m'a amené dans d'autres sphères forcément, mais il faut non, c'est est-ce que j'ai envie de les voir, d'y croire ou pas? Oui, parce que c'est une croyance aussi. Oui. Et c'est une croyance, en tout cas, toi, qui t'a fait du bien, et c'est une croyance, toi, qui t'a servi à faire des choix, à te soulager, à te guider, à t'épauler. Oui, qui continue. Le coup de la plante qui tourne, je savais que c'était ma tante ou mes cousines qui allaient m'appeler. C'est quoi ça? Quand je commençais à communiquer avec ma tante, qui était décédée, à travers cette plante, chaque fois que j'avais quelque chose à lui dire, je lui demandais, tu me fais un signe et ça marchait, hein, je te jure. Et un jour, j'étais en train de prendre le thé avec une amie, et subitement, la plante s'est mise à bouger, mais une branche. Et je voyais ces caméras cachées, tu vois. Une copine qui regardait la plante, tu vois, qui se demandait. Et au bout de 10 minutes, je lui dis, non mais t'inquiète, j'ai une de mes cousines qui va m'appeler. Les filles de cette tante. Et ça loupait pas. C'est fou, ça. J'avais un appel d'une de mes cousines. Donc, comme si ma tante m'informait que j'allais avoir un appel d'une de ses filles. Ouais, c'est presque prémonitoire, en fait. Oui, moi, ça, je pourrais t'en parler. Il y en a plein aussi, des messages comme ça. Ma grand-mère, c'est quelque chose qui lui est arrivé quand elle rêvait de sa mère, c'est qu'il y avait quelqu'un de la famille qui allait mourir, par exemple. Et ça loupait pas. Hein. Et oui. Du coup, c'était pas... Bon, voilà, ça lui permettait de se préparer. C'est ça. Moi, j'ai eu ça pour mon père, j'ai eu ça pour maman aussi. Enfin, les gens qui viennent me dire au revoir aussi parfois, dans la nuit, dans mes rêves. Par rapport aux signes, si tu avais juste un message que tu voudrais partager à tout le monde, qu'est-ce que ce serait? Que chacun soit émerveillé par les signes de la vie. Je demande à personne d'y croire, juste de prêter attention. C'est un peu comme en constellation, vous n'êtes pas obligé de croire que ce qui se montre est vrai, juste accepter de voir. Et déjà, quand on accepte de voir, c'est y prêter attention. Et après, on a le choix de suivre ou pas, mais la vie n'est faite que de signes. Trop cool. Tu connais ma dernière question parce que tu y as répondu déjà il y a quelques mois, où je te demandais pour toi, Marie-Sophie, qu'est-ce que c'est qu'une thérapie? Alors, je sais plus trop ce que j'avais raconté. C'était de la bienveillance autour de la bienveillance, je crois. Là, c'est voilà. Du coup, là, dans le moment. Et là, aujourd'hui, si, par rapport aussi, une thérapie, déjà, la Terre, elle nous montre plein de choses. Ce ne sont que des signes. Donc, écoutons les signes de la nature, écoutons les signes de la vie. Et on sera tous plus heureux. Tous plus happy. Ouais, parce que les signes, en général, ils sont relativement happy. Trop chouette. Voilà. Écoute, ravie d'avoir fait cet épisode sur ça. Merci de t'être livrée. Merci de nous avoir partagé ton histoire.
Je suis sûre que ça, moi, franchement, je trouve ça inspirant. Je sais qu'on a eu cette discussion de savoir est-ce que ça intéresse vraiment les gens de savoir oui, ça. est-ce que la vie, moi, ça m'étonne toujours, mais pourquoi pas. Dites-nous si ça vous a intéressé. Oui, parce que franchement, moi, ça m'inspirait pas du tout. Oui, ben moi, je suis sûre que ça a apporté énormément. En tout cas, moi, je trouve ça très riche d'avoir eu ton parcours, même si c'est qu'une petite bribe parmi toutes les choses. Mais franchement, c'était super. Donc, merci de t'être prêtée à l'exercice. Merci à toi, Lily Rose, pour m'avoir invitée et incitée, parce que autant j'aurais pu parler pendant 2 heures des constellations, mais parler de moi, c'est toujours plus compliqué. Pour moi, t'as challenge réussi pour moi. Merci à toi. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir à tous.